Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah. Bonjour et bienvenue pour cette émission de Voilà. Super Grave. Où Raphaël mange un gâteau. Un Ouais. gâteau comme ça. Très bon, très bon. Très très bon. Tu veux qu'on ait une conversation comme ça? Nutella, bah c'est ça Super Grave, c'est du vrai, c'est de la bonne franquette, c'est de l'amour, c'est de la C'est générosité. une émission super grave. Et du coup, vous le savez, c'est dur à parler comme ça. On a des beaux micros pour être bien audible. C'est pratique. Bien audible, mais du coup en fait on prend du chocolat, c'est ce qu'il y a de pire en fait pour la saline, on m'a expliqué en radio, c'est ce qu'il y a de pire. Tu verras après, il va falloir boire un petit peu, boire un peu d'eau. Salut Taylor. Ouais. Oh, Astuce. la bile. Laurent Ruquier. Alors vous le savez, nouveau format, vidéo, vous voyez nos têtes, on évoque du coup les films que l'on vient de voir du coup à la maison, au cinéma, en DVD, en Blu-ray, en pirate, en tout ce que vous voulez. En SVOD. En SVOD, en mime. En somme. Il m'a fait l'autre jour un film de Johnny To en mime, c'était extraordinaire, en ombre chinoise, c'était magique, c'était exilé, j'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Quand t'as fait le flingue là, c'était Ah ouais, comme ça, ouais, là, je l'ai ouais, bien ouais. bien reconnu. Et la canette de Red Bull qui s'envole. On peut le faire, c'est facile encore. Enfin bref, du coup, on va évoquer comme ça des petits trucs qu'on a vus ou pas. Hein, vous allez voir, j'ai un peu triché pour cette émission, moi de mon côté. Pour celle-ci, j'ai Ça triché. fait 2 mois que je lui dis de regarder un film. Il en a vu 40 minutes. Voilà. Et du coup, je vais quand même en parler comme une grosse merde. Et en plus, on a du mal. C'est ça qui est très fort. Mais juste avant de commencer, on vous rappelle qu'on sera présent le 21 mai, si cette émission du coup n'est pas diffusée après le 21 mai, pour du coup une présentation en fait des Dents de la Mer à la piscine du Rhône. Donc d'abord il y aura un débat autour des animaux géants du cinéma avec Êtes-vous pour ou contre les monstres? un grand débat. 3 heures. Et donc on va essayer d'animer tout ça, on va essayer d'être un petit peu sérieux, de faire ça bien, sans mentalement à craquer. C'est ça super grave. Pas. Et du coup, on va présenter après les Dents de la Mer à partir de 20h30 à la piscine. Vous pouvez le voir en maillot de bain, ou bien dans les gradins. L'eau sera chauffée, on sera bien, une belle projection pour une somme modique pour l'entrée de la piscine. Du coup, 3,50 €. voilà, c'est pas cher. Donc venez, il faut venir parce que c'est un bon film. Et cet homme est mal payé mais sympathique. Et je suis beau en maillot. Voilà. Non mais vous allez le voir, moi j'en suis. Il me l'a fait aussi en mime. Et ça m'a troublé, ça m'a. Chaleur quoi, chaleur. Shalom. Bon alors c'est quoi ce fameux film qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, que tu me dis de voir et que je n'ai pas vu? Donc un film que vous avez certainement vu en plus, puisque tout le monde l'a vu. Et tout le monde a adoré. Mais personne ne l'a vu en salle puisque c'est un beat mondial. C'est vrai. The Last Duel. The Last Duel ou Last Duel? Je sais plus. Le dernier duel. Le dernier Mon duel dernier Ridley Scott. Après je crois que j'arrête. J'en ai ras le cul. de Ridley Scott. Ouais, c'est- Voilà, de Ridley Scott. Il faut, alors contextualisons très rapidement. Il y a des films de Ridley Scott que j'aime bien. J. Jane. Non, je ne sais pas si j'ai vu celui-là, tu vois. Faut plus faire de vannes sur ce film. C'est mal Oui, vu. c'est ça. Ouais. Il y a des films que j'aime bien. Il y en a plein. Il aime, Beauf. il aime Une Bah, grande comme- année avec Didier Bourdon. Moi, c'est son meilleur film. Il paraît que c'est même pas si mauvais. j'ai pas C'est vu son celui-là. meilleur film pour moi. Non, mais voilà, comme tout le monde, j'aime bien Alien, j'aime bien Gladiator. Toi, t'aimes pas Gladiator, mais j'aime bien. J'ai jamais dit ça. J'aime bien Blade Je ne Runner. vous permets pas, jeune homme. Voilà, il y en a 2-3 autres que je trouve sympathiques. Hop. Non, Toi, mais, toi, Alien, globalement, Blade Runner, à part les chefs-d'œuvre, Non, tu mais peux non. pas saquer Ridley Scott. j'adore les duellistes. Oui, moi aussi. Non, mais voilà, j'aime beaucoup Black Rain. Bien qu'il y a un brin Putain, raciste. Et je me suis endormi la dernière fois que j'ai essayé de le voir. Je l'ai vu enfant, enfin ado, mais la dernière fois que j'ai essayé de le voir endormi. Bah, c'est un peu Blade Runner en moins bien, mais je m'en fous, j'aime bien ce film. Thelma et Louise, j'aime bien Thelma et Louise. Bref, t'aimes pas trop Ridley Scott, Je suis plus Team Tony. Voilà, mais moi j'aime bien. Après, il y a des trucs que j'aime pas. Tu vois, moi, j'arrive à faire une bonne filmographie en prenant des films des deux. Tu sais, le début de carrière de Ridley Ouais. et la fin de carrière de Tony. C'est vrai, non mais c'est Et- pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et t'arrives à un truc assez bien, pas mal. Bah disons que la malédiction de Ridley, c'est qu'il a fait des chefs-d'œuvre tout de suite. Donc du coup, ça pouvait pas l'aider. Hein. Ouais. Bref. Bon, je vous fais micro-résumé parce que je pense que vous savez de quoi ça parle.
Matt Damon est moche dans le film. Non, c'est pas ça. Et c'est lui qui a aimé le film. Donc Matt Damon, c'est un chevalier. Un pro-chevalier. Un pro-chevalier qui, après avoir démontré son courage au combat, récupère a le droit d'épouser la fille d'un homme. Jaco, il a pris Ouais, d'un type pas courageux, justement, en échange de ça. De Tabouville, de ça et une dot. Il récupère une femme, Jodie Comer, exceptionnelle actrice. Ça, au moins, on peut être d'accord là-dessus. Elle joue sacrément bien. Mais toi, tu l'as pas vu, t'as pas vu le C'est ce que j'allais dire, je peux pas dire. Tu l'as pas vu. Je vous ferai Voilà. à la fin de la chronique dans la prochaine émission. Il est copain avec Adam Driver, qui est lui aussi un pro-chevalier, mais qui, à l'inverse de Matt Damon, est aussi quelqu'un de lettré, d'assez intelligent, qui arrive bien à se faire bien voir auprès de la cour, enfin, de la cour et du seigneur, duc, du duc du coin, qui est joué par Ben Affleck. Qui baise à coups rabattus dans le film. Je l'ai pas vu, ça. Voilà. Voilà, et donc en fait on a l'opposition entre ces deux chevaliers. De toute façon, on sait, parce que le film commence avec un flash forward, ou alors tout le film est un souvenir. Ils sont en duel, oui. On sait donc pas Ben Affleck justement, il regarde que Matt Damon et Adam Driver vont se taper sur la gueule jusqu'à la mort pour récupérer Jodie Comer. Tous au milieu, une histoire de viol. Réparer son honneur. Et donc le principe du film, c'est que le film, c'est pas tout à fait un effet Rashomon. Beaucoup ont dit c'est un effet Rashomon, c'est pas exactement ça. Le film est fait de 3 points de vue. Le point de vue de Matt Damon, le point de vue d'Adam Driver. Adam Driver, soit c'est Jean de Carouge. Non, Jean de Carouge, c'est Matt Damon et l'autre c'est Jacques Legris. Jacques Legris. J'en pouvais plus. Je vais vous dire, je te coupe 2 secondes. Les mecs, là, ils sont en France. Les mecs, attends, je te coupe 2 secondes. Les mecs, on est en France. On est en 386 dans le film. 1386, pardon. Matt Damon, on dirait juste un gros redneck à la fête de la bière, Budweiser à Houston avec son mulet, sa coupe mulet et sa grosse cicatrice. Ben Affleck, on l'irait tout droit sortir justement d'un défilé Gucci, d'autres films de Papy Ridley, là, le sénile. Hein non, mais les looks, c'est pas possible. Et les mecs, ils sont là. Ils parlent tous anglais. Je suis Jean de Carouge, je suis Jacques Legris. Et qu'en plus de ça, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils parlent tous anglais, au lieu de tout ça, au début du film, il y a un mec qui chante en français. Ah, le niveau zéro d'analyse. Ah, mais j'ai jamais dit que j'avais des niveaux d'analyse formidables sur Tonton Ridley. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ah Toc. Toc dans l'œil. Le dernier duel. Toc, le dernier duel. Non, et... Écoute... Il n'y a rien à dire, vous voyez bien. Vous le voyez. Écoute, non, donc tu m'as coupé sur l'effet Rashomon. Donc on a le point de vue Rashomon. des trois. Donc c'est pas tout à fait un effet Rashomon. On a d'abord le point de vue de Matt Damon, ensuite le point de vue de Adam Driver, ensuite de Jodie Comer. Et l'idée, c'est... Dans Rashomon, c'est chacun raconte sa version qu'il a adaptée à sa sauce, sur laquelle il ment. Alors que là, c'est chacun donne sa vision des choses. Ce qui fait qu'en fait, certaines scènes sont légèrement différentes, mais pas parce qu'ils mentent, parce qu'ils sont pas en train de raconter, pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'en fait, ils ont un point de vue différent. Par exemple, il y a un truc que moi je trouve très réussi, donc c'est quand même l'histoire d'un viol, de Adam Driver qui va violer Jodie Comer, et de la réaction totalement idiote de Matt Damon, qui en fait prend ça pour lui, dit c'est mon honneur qu'il faut laver, alors c'est pas lui qui a été violé. Et en fait, la scène juste avant qu'Adam Driver viole Jodie Comer, dans la version vue du point de vue d'Adam Driver, il joue un peu au chat et à la souris avec elle. Il y a un côté charmeur chez Adam Driver. Ouais. Il essaie de l'attraper comme si presque c'était un jeu, comme si elle avait envie. Alors que... Il s'offre à lui. Selon lui. Fait, c'est ce qu'il dit lui. Mais dans la version que tu vois d'Adam Driver, toi tu vois quand même que c'est un viol. Mais quand même sa version est légèrement différente. Alors que la version de Jodie Comer, il tourne pas autour de la table les deux personnages. T'as pas ce petit jeu de chat et la souris qui du coup qui dans son esprit malade d'Adam Driver justifie le viol. C'est ces petits points-là que moi j'ai trouvé intéressants. J'ai trouvé que le film était assez lourdement mis en scène par moments, mais assez signifiante et assez bien vue quand même. C'est ce que on disait tout à l'heure.
dans une précédente émission, puisque nous avions pareil pour faire les mêmes émissions, nous n'enregistrons pas tout le même Il jour. est bon en animation. Hein. Il y a des films qui ont besoin d'être subtils et il y en a qui sont pas subtils et c'est pas grave. Celui-là, il est pas subtil pour un sou. Là-dessus, tu seras d'accord avec moi. En bas, ça, la subtilité et Papy Ridley, ça fait 28. Hein. Donc toi, non, mais Un toi, peu comme moi d'ailleurs, mais moi je suis pas réalisateur. mais toi, quand on a vu quand même un bout, dis-moi ce que t'as pas. La faiblesse de la mise en scène, pour moi, c'est un téléfilm. Franchement, en fait, je suis nul. Et allez voir directement la chronique de Yannick Daron sur le film, il a totalement raison. Je peux pas dire mieux que lui, il a vraiment raison. C'est-à-dire, le mec il se fait pas chier. En gros, il y a des troubadours. En fait, à chaque fois, il y a une scène d'exposition. Vous avez des troubadours, etc. Un petit peu plan large, troubadour, pour te montrer un petit peu. Top, t'es décorable, c'est sympathique. Pour montrer qu'il y a un peu C'est d'argent pour le faire. ouais, en gros, il y a un mec qui, je sais pas, il veut un cochon, tu vois, en train de tourner sur une broche, il chante 2-3 trucs, il boit de la cervoise. Et puis après, donc on met sur les deux personnages qui parlent, en gros, et Matt Damon, je sais pas, et puis un autre gars qui rentre de la guerre pour le roi, pour Louis VI le Gros, là. Et, le visiteur. Et, J'ai un peu gros, si tu me et regardes. en gros, voilà, et après, t'as un chant contre chant basique, quoi. Là-dessus, je suis C'est d'accord. toujours le même dispositif de mise en scène. Au bout de 40 minutes, j'en pouvais plus, moi. Sur les moments de dialogue, c'est pas forcément du grand Ridley Scott. Mais il y a beaucoup de Et je dialogues, vais te dire un truc. Ils sont habitables. La première partie du film, le point de vue de Matt Damon est la partie, non pas la moins réussie, parce que je pense qu'elle est utile au reste du film, mais la plus pénible à voir. Parce que le personnage de Matt Damon est assez détestable, parce que il y a pas, en fait, quand tu vois les autres parties, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette première partie, il se présente, il essaie quand même, c'est son point de vue, donc finalement, son personnage est un peu magnifié. Alors qu'en fait, Oui, tout ça qu'il est puni. ce qui est plutôt intéressant dans les autres versions, c'est qu'en fait, tu vois qu'il est ridicule, tu vois que c'est un personnage assez minable, c'est certainement un guerrier de très bonne qualité. Parce qu'au début du film, il sauve en fait la vie de Adam Driver, Ouais. de Jacob Leclouis. Il y a ce côté... voilà. Après, tu te rends compte qu'en fait, c'est un type minable, qui a des aspérités minables, des aspirations minables, et du coup, en voyant le film, en fait, tu relis chaque partie par rapport à la partie d'avant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait. C'est pas un grand film du tout. Et il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que le film fait 2h30, un truc comme ça. Et donc, on sait au début, donc on a un flash-forward au début avec les prémices du combat. On les voit se foncer dessus, puis ça s'arrête avant l'impact. Le combat, finalement, arrive. Et honnêtement, le combat est super réussi. Là-dessus, je suis d'accord qu'il y a des champs contre champs assez faibles. Le combat à la fin... Après, j'ai rien contre le champ contre champ de manière générale. Non, oui, mais bon, c'est quand même Ridley Scott, des fois il pourrait un peu plus se faire chier. Mais il y a des plans très signifiants, comme il y en a des assez insignifiants, je suis d'accord. Et le combat final, finalement, valait l'attente, il a bien fait, enfin, c'est assez bien foutu. Et je trouve aussi par ailleurs que la performance de Jodie Comer est vraiment à saluer. Elle le joue exceptionnellement bien. Alors bien sûr, c'est dans la première partie qu'on la voit le moins, donc c'est là où voilà, elle est le moins intéressante. Et il y a un truc, parce que le film a été très peu vu, je pense qu'en France il a été globalement plutôt vu pour ce genre de film, mais aux États-Unis personne ne l'a vu. Oui, Ben Affleck a dit que, en fait, parce que les gens en fait, sont pas allés voir ce film, que le cinéma est mort. Enfin, Non, mais les gens sont un peu moqués. Mais par contre, il y a un truc, parce que c'est naze. moi je déteste les Oscars, je déteste les Césars, je déteste ce genre de système-là, je suis totalement contre. Mais je trouve ça assez dingue par contre que Jodie Comer n'ait pas du tout été cité un minimum, nommé dans un truc. Elle fait une performance d'un rôle qui est super dur, qui est assez admirable dans un rôle qui est dans un film qui est pas fin. Elle est maîtresse de son truc à la perfection. Ouais, je trouve que là ils sont vraiment passés à côté d'un truc, tu vois, où autant je suis pas sûr que Lady Gaga mérite un prix d'interprétation. Radio Award au moins. Non, j'en sais rien. Autant là, franchement, ouais, ça méritait un peu de dire. Parce que je pense que c'est une bonne actrice et je pense que c'est dès qui tourne pas beaucoup, honnêtement, et qui elle mérite. Je vais être honnête parce que en fait, ce que je fais depuis le début, c'est de la mauvaise foi absolue. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, moi déjà, j'y vais entrer dans les pieds parce que Ridley Scott, il a pas fait très. Chier, tu fais chier. Non, mais il a pas fait de très bons films depuis longtemps. Quand même. Si on enlève celui-là. Bah, moi, je pense que c'est son meilleur film depuis très longtemps.
De quoi? Depuis Gladiator, on va dire. Gladiator, c'est Ouais, vraiment son dernier la moment. version Director's Cut de. Sont jamais les nouveaux films. Kingdom of Heaven. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Hein. C'est pas mal. C'est toujours en plus, chaque fois les mecs ils disent ah oui, il faut attendre. Ouais, non, mais ça me Ça fait chier amène, aussi. Ça me fait chier. Puis ça un fait film, 4 c'est un film. Puis ça fait 4 heures, on est d'accord. Mais c'est C'est pas ensemble mal. déjà, moi dans le peu que j'ai vu, bon, au-delà de ça, qu'il y a vraiment des coupes franches, nettes et précises. Enfin, c'est-à-dire il y a des ellipses temporelles assez bizarres, je trouve. Après, c'est peut-être expliqué Ouais, mais. par le reste, mais voilà, pour revenir à ce que je disais, donc il y a ça, et ce côté, moi ce côté moralisateur aussi, les mecs ils se sont jamais intéressés à ça, puis d'un coup ils font un film sur les viols des femmes, sur le côté Ouais, féministe. ça avec Matt Damon et Ben Affleck scénariste, ça te plaît pas des masques. Oui, alors bien il a fait Alien hein, quand même, Ridley, qui a parlé quand même de ça. Ah oui, bon. oui, non, mais c'était un peu plus tu subtil. parles des scénaristes là, tu veux dire Après, la part mais de même Ridley Matt Scott, Damon. hein, mais après il y a aussi... Scott, il a toujours tourné ce qu'on lui donnait. C'est pas un mec qui a un. On va me dire, oui, Thelma et Louise, bon, ok, bon, ouais. Bref, mais il y a ce côté-là, voilà, je traîne les pieds, il y a Matt Damon, Ben Affleck quand on est pour Weinstein, j'adore en plus Will Hunting, toutes ces choses-là, c'est un film que j'aime bien, tu vois. Mais je trouve ça cynique, en fait, et puis je sais pas si le cœur du film, c'est vraiment Moi, je pense qu'ils y croient. Moi, j'aurais fait plutôt déjà, en termes de, je connais un peu le truc, hein, je me suis fait spoiler le film en voiture, voilà, hein, sur Twitter, je sais tout du De film. toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. pas un C'est film à comme Game surprise. of Thrones, je sais tout. J'ai Non, mais pas y a vu le de truc, je surprise, sais tout. Il n'y a pas de surprise. C'est pas... Mais déjà, tu mets le positionnement, c'est le cœur du film, tu le mets au milieu déjà, tu le mets en centre. Enfin, moi, je le mettrais au centre. Il y a un côté un peu forcé, je pense, que de le mettre à la fin. Et puis j'ai vu l'extrait aussi, la vérité selon machin, la vérité selon machin. Et puis tu as la vérité de la femme, et ils enlèvent juste la vérité. Ouais, ok, bah si en fait tu fais un film sur les points de vue, bah tu vas jusqu'au bout. C'est la vérité selon elle aussi, du coup. Tu vois ce que je veux dire, il y a un côté un peu. J'y vais au chausse-pied, quoi. Je trouve ça pas fin du tout. Mais c'est pas fin, j'ai commencé C'est là-dessus. presque mensonger, en fait. Mais. Non. De mais- base, hein, je te parle de base. Après, Oui, je peux me oui, tromper. oui. Hein. Encore une Après, fois, je n'ai pas vu le film, donc vous pouvez me critiquer. Après, il y a un truc, c'est. Qui est assez dans l'air du temps et qui pour moi fonctionne, c'est l'histoire de donner la parole en dernier, donc en lui donnant la parole en dernière, lui dire qu'elle a raison, donner la parole à celle qui n'a pas la parole. Oui, Tu mais, sais. oui, mais ça, c'est un côté Marvel pour moi. C'est-à-dire, en gros, on te balance 2 images à la fin du film, et en fait. Non, comme mais elles sont- là c'est pas 2 images, c'est 45 minutes. Oui, bah 45 minutes, mais j'imagine que. Enfin, Même mais un peu plus. tu vois ce que je veux te dire, de mettre ça à la fin, il y a un côté, on se rappelle toujours plus de la fin que du milieu, et voire même du début. C'est très bien quand tu sors de la salle, ça marche comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils se rappellent pas des 2 heures qu'ils ont vues précédemment. Il y a, je synthétise, je dis pas sur ce film en général, il y a un Oui. effet choc et tu t'en souviens. Et, Non mais c'est ce que je disais quand je disais le film n'est pas fin, il y a un côté, de toute façon on va parler d'autre chose après, mais il y a un côté très didactique dans le film, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a une force dans certaines scènes de mise en scène et il y a une force du propos qui fonctionne bien avec cette mise en scène-là, avec le système narratif, pseudo-Rashomon, qui fonctionne bien et qui fait que tu tiens, pour certains, en pas haleine, pour oui. toi, 2h30, 40, voilà. Bon, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à en dire. Toi, qu'est-ce que tu as vu de sympa? Non, mais j'ai pas fini. Ah si, non, tu veux en mettre c'est un peu. plutôt une transition. Parce que moi, Ridley, voilà, c'est nul pour moi. Mais quand il est drôle, au moins, je me marre. Et House of Gucci, je savais que ça allait être nul quelque part. Mais moi, je me suis marré. Parce que Tu m'as dit dedans, que c'était nul comme. c'est nul. Mais c'est nul. On est du côté du nanar. Tu vois. Mais il y a quand même des performances. Tu évoquais Lady Gaga, tout ça. Et puis il y a Jared Leto. Jared Leto, qui n'est pas un acteur très finot, hein, un acteur qui est physique, on pourrait dire, caméléon, qui se déguise, on pourrait dire, un peu comme Depp, tiens, c'est des acteurs de déguisement. C'est pas les acteurs qui jouent qui se déguisent. Et donc dans cet extraordinaire House of Gucci, C'est dur avec Depp. dans les derniers... Ah oui, Dans la tendance de Depp. Depp, il y a eu des trucs formidables. Ah mais non, Jared bon, Leto, c'est mal il compris. a Ah, pas oui, beaucoup de oui. trucs Non, formidables. Depp, attends, non, quand même. Depp, c'était Immense quelqu'un, acteur. voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette tendance après à... Oui, bon, il en a plus rien à foutre, donc il met des perruques. Oui, d'accord. Voilà. Et Jared Leto... Avec des moustaches. des faux nez, enfin... Bref, et Jared Leto, donc, que dans le film, j'ai presque envie de te dire que c'est le meilleur du film, parce que il est tellement over the top, il s'en bat tellement les couilles, et qu'il s'amuse avec Al Pacino, extraordinaire, I'm dead, en train de jouer. En fait, c'est le parrain 4. On voit le film. C'est ça le problème de Ridley Scott, c'est qu'il a une grandiloquence, en fait, il se croit toujours tellement mieux que les autres, et c'est tellement pas un humaniste,
C'est ça en fait, c'est un misanthrope, tu vois, ce mec. Mais vraiment, il aime personne. Je pense qu'il aime personne en fait. Et le mec, il se dit, je vais niquer Coppola, je vais faire le paracate, tu vois. Mais vraiment, c'est ça son délire, je pense. Je pense que c'est ça qui s'est dit dans sa tête. Et donc, il y a Jared Leto qui fait plus ou moins Fredo. C'est plutôt Fredo Corleone dans Le Parrain, qui est en gros celui qui a un gros cœur, mais qui bête comme ses pieds. On l'avait évoqué d'ailleurs dans la première émission, House of Gucci. Donc il y a ça, il y a ce côté maquillage, déguisement, t'appelles ça comme tu veux. Et dernièrement, donc il y avait The Batman de Matt Reeves. C'est ça là un peu la transition. Sur Batman. Qui est d'ailleurs je trouve ça très sympathique. Hein. Le film a 1 milliard de défauts, mais je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a des bonnes idées et tout. Dont Colin Farrell, qui est donc plutôt un bon acteur aussi, Colin Farrell. Et Colin Farrell qui joue donc le pingouin, qui est grimé, voilà, des heures de maquillage pour jouer un personnage dégueulasse avec des cicatrices, obèse, etc. Il est super bon. Vraiment, je suis sincère, je le trouve super bon. Colin Farrell, il s'amuse et tout. Mais ça, c'est une question que je me pose en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dérive à la Jared Leto de pourquoi en fait prendre des acteurs beaux gosses pour leur faire jouer des mecs entre guillemets dégueulasses, des mecs qui sont pas, tu vois, physiquement, les grimer pendant des heures pour même pas en faire un argument publicitaire, puisque les gens n'ont pas reconnu Jared Leto. C'est vrai que moi, dans la première bande-annonce de Batman, là, les premières images de Colin Farrell, personne, il y a plein de gens qui ne savaient pas, sincèrement, après on m'a avoir dit, vu le film. il y a Colin Farrell, j'avais vu la bande-annonce, j'ai dit, ouais, il est pas dans la bande-annonce. Il dit, si, là, non. Il m'a dit, c'est le pingouin, il fallait qu'on monte une photo, parce que les images qui bougent, je l'avais pas reconnu. Donc on voit jouer le pingouin, etc. Et moi, je me pose juste cette question, ça sert à quoi de faire ça? Puisque, encore une fois, on ne peut pas vendre le film sur ça, puisque les gens ne le reconnaissent pas. Oui, alors ça, on peut pas le vendre. Bon, ok, là, de toute façon, ok. Mais tu sais, ce truc de la transformation, enfin, toi, t'es fan de Niro qui prend je sais pas combien de kilos. Oui, il les prend, il est pas maquillé, c'est ça qui fait la différence. Ouais, il y a un côté acteur studio. Oui. Et surtout pour jouer des rôles. Regarde, Hellboy, il est bien maquillé, hein. Ça t'a jamais dérangé quand on parle mec qui soit maquillé, là je déconne. Mais non, mais c'est une très bonne remarque. Pour créer Hellboy, par exemple, c'est un projet qui n'existe pas. Non, mais c'est intéressant. Non, mais alors que là, non, mais ça va. Quand tu vois Jared Leto, tu dis, mais prenez directement, mais comme Paul Giamatti, qui est un excellent acteur qui va vous le faire, en fait, le côté un peu pâteau, un peu loser. Qui va surjouer pareil. Oui, voilà, non, mais ça. Après, on en pense ce qu'on veut. On peut penser que Jared Leto, il est bon ou pas bon, c'est même pas la question, en fait. Mais c'est une tendance. Non, mais c'est une vraie question aussi qui se pose sur plein de points. Et sur. Je vais dériver encore un peu. J'ai pas la réponse. Hein. C'est sur les acteurs, les actrices, par exemple les acteurs ou les actrices trans qui disent pourquoi on donne des rôles de trans. D'ailleurs, c'est arrivé à Jared Leto, d'ailleurs. Enfin, non, qui jouait un travesti. Oui, dans Dallas Buyers Club. Pourquoi on ne nous les donne pas à nous plutôt que de les donner à des acteurs classiques qui vont se grimer, qui vont se machin. Inversement, tu en as d'autres qui disent justement, tu as des acteurs ou des actrices trans qui disent mais moi je voudrais qu'on me fasse jouer autre chose qu'un personnage trans. Il y a toutes ces questions-là aussi qui se posent sur qu'est-ce que la personne que tu es, qu'est-ce qu'elle peut jouer, est-ce qu'elle est plus légitime à jouer quelque chose que quelqu'un d'autre. Non, moi je pense sincèrement qu'un acteur peut tout jouer. Après, un acteur c'est le principe même. Après, je comprends pas vraiment, honnêtement, ce qu'un acteur va se faire chier à passer 4 heures de maquillage et 4 heures de démaquillage dans une journée. J'espère qu'il est vraiment, vraiment bien payé. Parce que franchement. Mais il n'y a même pas un côté, je sais pas, un côté baroque, je sais pas, De Vito le faisait dans Le Pingouin, enfin, un côté vraiment presque théâtral. Oui, là, une vraie volonté. Là, si tu reconnais pas Colin Farrell, tu peux penser que c'est quelqu'un qui a vraiment cette tronche-là. Non, mais en plus, lui aussi, il s'inspire de plusieurs personnages et des rôles que j'adore, des acteurs que j'adore. Il s'inspire, il l'a dit, de Fredo, donc de John Cazale dans Le Parrain 2, par exemple, vraiment le côté, Parrain 2, le côté minable, trahison, tout ce que tu veux. Il s'inspire de Bob Hoskins, qui lui ressemble d'ailleurs dans un film que j'adore. C'est vrai que Bob Hoskins ressemble à la version de Colin Farrell. Il a cité un film que j'adore, Du sang sur la Tamise. Ouais. Mais il y a un acteur qui est comme ça déjà à la base, il s'appelle Stephen Graham, c'est celui qui joue Al Capone, par exemple dans la série Boardwalk Empire. Prenez-le directement lui, il va vous le faire. Enfin. Mais en fait, le problème, je ne comprends pas. J'en ai parlé avec notre amie Constance Savelli, qui est maquilleuse. À part les maquilleurs, de mettre le talent qui est extraordinaire, parce que Jared Leto, il est incroyable, Colin Farrell, il est incroyable. On peut penser aussi à Gary Oldman dans Churchill, c'était un peu la même base. Mais je trouve que là, il y a une vraie volonté, je trouve. Enfin, il y a un vrai jeu, en fait, chez Gary Oldman. Il y a un vrai point de vue. Là, je me trompe peut-être, mais
Ils sont bons, hein. Enfin, quelque part, ils sont bons, mais je ne vois pas l'intérêt ni commercial, ni artistique. Prenez directement des acteurs qui ressemblent à ça, quoi. Je pense que En plus, il les cite, hein. C'est l'acteur de Seinfeld, pas de Seinfeld, de la sitcom, je sais plus, il ressemble vraiment, mais il est vivant et tout. Mais prenez-le, je sais plus comment il s'appelle. mais il y a un... Prenez-le. Je pense On s'en que c'est inspire. très compliqué de savoir ce qui se passe dans le casting, comment fonctionne un casting. Enfin, un casting, c'est pas vraiment un casting d'ailleurs quand tu prends des stars de ce niveau-là, mais qu'est-ce qui fait, comment tu finances un film par rapport à quel acteur tu prends. C'est aussi des histoires de budgétisation de trucs, de machin, de tel producteur qui dit ah ouais, mais Colin Farrell, machin, mais bidule. On sait pas. C'est très compliqué. Non, mais tu vois, c'est une question que je pose, et j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui commence à se dessiner. On verra dans le monde de... Même là, Jessica Chastain, qui a gagné l'Oscar, t'as vu pour le truc Disney+, là, elle est complètement maquillée, elle est enfin, je sais pas, je sais pas. Et sinon, Raph, qu'est-ce que tu as vu de bien? Parce que là, du bien, on n'en a pas beaucoup trouvé là. Comme je suis un bon vieux réac de merde, qui n'aime pas les films récents... Tu dis ça, t'es un gros gauchiste, mais vas-y. mais, L'un n'empêche pas l'autre. c'est vrai, voilà. C'est ça, Bien au contraire. Une c'est phrase ce qui qu'on veut rien essaye dire. de dire, Colin Farrell peut à la fois jouer un moche, et moi je peux à la fois jouer un humaniste. Tout est possible. Donc du coup, pour me laver mais c'est vrai en plus, hein, pour me laver tu vois, Scott, Que t'as pas vu en je me suis senti violet. En même temps, c'est une belle couleur. J'ai vu un shérif à New York de Dan Siegel avec Clint Eastwood parce que grâce à vous en partie, j'ai pu avoir le coffret Clint Eastwood, du coup l'intégrale, donc j'en suis à peu près au 6e film, j'en suis à Pandéléo et quoi. Donc j'en ai vu quelques-uns, évidemment on aurait pu l'évoquer aussi, si vous voulez le faire un petit peu, mais on le fera. Prochaine. Le bon, la brute et le truand, enfin les Léon. Et donc là, c'est une sorte de réinvention, c'est l'autre rencontre clé de Clint Eastwood avec un autre grand cinéaste. Ouais. Après Léon, c'est Don Siegel. Hein. Rappelez-vous, Impitoyable est dédié à Sergio et Don, au début du film. C'est deux figures de cinéastes qui vont créer, entre guillemets, la mythologie Clint Eastwood. Et il y a en gros deux périodes, voilà, on peut dire, il y a la période Eastwood, Léon Morricone, là on rentre dans la période Eastwood, Don Siegel, Lalo Schifrin. Et on est dans du près d'Ortiari, avec ce film qui est très, très basique. Hein. C'est Clint Eastwood, c'est un shérif de l'Arizona, non pas du Texas. J'ai vu il y a très longtemps. Qui respecte pas les règles en fait. Ouais. Donc il est muté en fait pour récupérer un prisonnier et l'extrader en fait pour le ramener en fait de New York en Arizona. Et il le perd et puis du coup il y a une enquête. Voilà. Et c'est comment Clint Eastwood justement qui est un mec tu vois droit dans ses bottes, de la vieille école, de l'ancien monde en fait. Réac pour le coup. Très cow-boy, enfin, il débarque en chassant un indien au début du film, en le récupérant, c'est super fun. Enfin, c'est badass et tout, il le récupère, il le ramène, il séduit la femme, il se la prend dans le lit, il se fait engueuler par les chefs. Non mais là tu vas trop loin, putain, là t'as pas respecté les règles. C'est ça qui est drôle avec Don Siegel. Il y a toujours une critique du côté réac, mais sans... Enfin... Eastwood en plus s'est battu parce que dans le scénar en fait il était beaucoup plus bouseux le personnage, beaucoup plus réac, alors que là il s'adapte en fait. Il arrive à New York, il accepte les règles, il n'est pas dupe, mais il joue quand même les règles. Mais Dan Siegel, il y a souvent cette double regard, tu sais, du je suis pas dupe, c'est ça le... Oui, c'est vrai. Et de l'environnement. L'environnement, et il arrive là-dedans, dans cette jungle entre voilà, un autre... l'étranger, c'est très western, l'étranger qui débarque dans une ville inconnue, quoi, à l'occurrence New York. Et New York est plus violente, en fait, quelque part, que le monde, en fait, du western et de l'Arizona qu'on nous présente. Je le sais, j'ai vu la Station Hero. Oui, bah, c'est un peu de ça. Et il y a un peu de ça, n'empêche, dans ce film tu sens qu'il a inspiré beaucoup d'œuvres de mecs, entre guillemets, on pourrait dire, assez matricielles. Je pense par exemple à Double Détente, par exemple, tu vois, avec Schwarzy, justement. Ou bien dernièrement la série Justified, adaptée de Elmore Leonard. Ouais, avec Timothy Olyphant. Et Walton Goggins aussi, qui est très très bon acteur, qu'on voit chez Tarantino. Et donc il y a ce côté-là, très droit dans ses bottes, très rigide, etc. Et qui va progressivement un petit peu, tu vois, se détendre. Mais en même temps très manipulateur aussi, qui est capable en fait de séduire des femmes pour atteindre en fait son but, et qui va découvrir une sorte de milieu, en fait, un monde qui est en train de bouger, en train d'évoluer. Il y a une séquence où il va dans un club où il y a que des hippies, et tu vois Clint Eastwood avec son grand Stetson comme ça, son petit truc, là, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les Cravate cravates. mexicaine. Ouais. Cravate texane. Bah du coup non, d'Arizona. Oui, mais C'est toute la vanne dans le film. Chaque fois il était du Texas, non, d'Arizona. C'est un peu Snake Plissken avant l'heure aussi, tu vois, c'est en Plissken. Tu vois.
Et il voit ça, et j'ai regardé les dates, je me suis dit, putain, mais c'est la même année. C'est un peu comme Le Pacha de Georges Lautner, où t'as Gabin, tu sais, il rencontre Gainsbourg, et puis il voit des hippies, tu vois. Et ils se regardent comme ça, tu les regardes, en mode, tu vois, c'est deux mondes qui peuvent pas se comprendre, quoi. Ils se regardent face à face, mais ils sont obligés de cohabiter, quoi. Et c'est comme ça, c'est la marche du monde qui est inévitable. Et Eastwood, qui est quand même assez... il est certes un peu borderline, mais il suit les règles. À partir du moment où les codes presque vestimentaires, en fait, il perd son chapeau, bizarrement, dans le film, enfin, une bagarre, il perd son chapeau, et là, il rentre vraiment dans la violence, quoi. Il tue personne dans le film, mais là, ça devient un peu plus... moins carré, un peu plus punchy, on pourrait dire, pour aller justement à... C'est un prototype, quoi. C'est je vais à mon but. Là, il sort un peu plus de ses gonds, et du coup, c'est chouette parce que on voit venir ce qui va arriver quelque part à Clint Eastwood après, toutes les critiques qu'il va avoir de cet ordre moral de Dirty Harry, etc. Qui pour moi, c'est pas le cas, c'est pas du fascisme, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, surtout le premier, l'inspecteur Harry, c'est quand même un film. Le personnage est pas nuancé, mais le film est assez nuancé. Moi, j'ai toujours trouvé. Et le premier Dirty Harry? Le premier Dirty Harry, le personnage Dirty Harry, mais le film est pas nuancé, mais le film, lui, il est nuancé quand même. Ouais, c'est clair. Je trouve que les gens font souvent le. Ils, ils confondent le point de vue du personnage avec le point de vue du film. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça c'est sur pas le plein point de de vue de Don Siegel, il va dire. comme sur plein de films, hein, le nombre de gens qui ont confondu le point de vue de Tony Montana avec le point de vue du film, bah, tu vois, c'est un classique, quoi. Donc tu as ces oppositions, nature-vie, le vieux monde, la modernité qui débarque, enfin, ça fonctionne vraiment bien, c'est drôle, c'est très BD, c'est très pulp, c'est... Pour moi, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est une très bonne série B, entre guillemets, mais vraiment dans le noble du terme, fait par un artisan, avec des acteurs vraiment au top du top. Et Don Siegel, après, c'est un grand. Il va nous. Voilà, c'est un très très grand. Je parle même pas de Dirty Harry, mais genre Sierra Torrid, c'est formidable. Charlie Varick, c'est. Puis l'invasion des profanateurs de sépulture avant. Enfin, c'est un cinéaste matriciel et un peu oublié, comme Robert Aldrich aussi. Ouais. Qui sont très complexes, très ambigus en fait sur la nature humaine. Mais voilà, c'est pas moralisateur, c'est fun. Et on passe un très bon moment et c'est tout ce que je demande à voir en fait. On apprend des choses et en même temps on se marre. Donc c'est ça un peu qui m'a plu dans ce film. Tu veux en faire un dernier ou j'en fais un petit jeu? Allez, fais-en un petit comme ça, tu voulais parler de. Je reprends mes fiches alors. Je me rappelle plus du nom des réalisateurs. Je voulais parler de Val, de Tim Poe et Léo Scott. Alors moi je l'ai pas encore vu, mais c'est un truc qui me. C'est un film que je veux voir parce que quand j'étais ado, moi j'étais vraiment. J'aimais beaucoup Val Kilmer, qui a eu la carrière qu'on connaît, pas forcément celle qui Léo et Débat. Mais voilà. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est pas la carrière qu'il aurait voulu avoir. Et le documentaire suit ça, il s'est tout le temps filmé depuis son enfance avec ses frères, dont un est disparu, qui voulait devenir metteur en scène. On voit donc tout son parcours à travers ses vidéos intimes, donc des écoles, de l'école à Juilliard, la fameuse école d'art dramatique, jusqu'à sa maladie aujourd'hui qui est montrée frontalement. Sa maladie qui lui met le cancer de l'œsophage ou de la gorge, il me semble. Il ne peut plus parler. Exactement, il a une voix robotique. Donc c'est son fils qui parle à sa place dans le film, qui narre le film en fait. Et donc il y a des moments qui servent un peu à rien, il faut reconnaître, je trouve, un peu trop arty, mais d'autres qui font vraiment mouche. C'est-à-dire, tu vois justement ce qu'il est devenu en fait pour bouffer, en fait, il est obligé de faire des conventions de fans de Batman. Mais il le prend pas mal, enfin, il aime ses fans, il le fait de bon camp, mais... ou bien le mec qui claque tout pour faire un spectacle en fait où il joue Mark Twain. Et il était vu par 50 personnes, mais le mec il est heureux. Parce qu'il est sur scène et c'est ça en fait qu'il voulait faire à la base. Il voulait traiter d'œuvres shakespeariennes et il s'est retrouvé à faire l'île du Docteur Moreau avec son idole en plus qui est Marlon Brando. Et Marc Dacascos. Oui, et qui s'en branlait comme pas deux. Et c'est une rencontre manquée pour lui. Tu le vois, ses préparations très acteur studio aussi, parce qu'on lui a souvent reproché ça, et c'est dit dans le film, hein, un acteur chiant, très dur, très acteur studio, etc., pas sympathique du tout, et tu le vois se préparer à devenir littéralement Jim Morrison, par exemple, pour les Doors, tu vois, comment il s'est préparé aussi, tu vois, des cassettes d'audition de films qu'il n'a pas fait. Donc tu le vois en train de jouer le rôle de Henry Hill dans Les Affranchis. Il avait postulé, il n'a pas été pris. On le voit dans une audition pour Full Metal Jacket, en train de répéter vraiment plusieurs fois la même phrase sous différentes émotions.
Enfin, tu vois vraiment comment en fait un acteur travaille, Ouais. presque comme un artisan, et modèle entre guillemets son art, sa voix, son corps, sa gestuelle. Et en ça, c'est assez fascinant. Il y a des moments plus ou moins drôles, plus ou moins. Émouvant. Par exemple, il y a des choix bizarres. Pourquoi il évoque, je sais pas, encore Top Gun, bon, c'est normal, c'est quand même un film qui l'a mis sur le devant de la scène, Ouais, donc tu ouais. sens qu'il n'aime pas beaucoup. Tu sens qu'il n'aime pas non plus beaucoup Top Secret des As, par exemple. Ah ouais. Ouais, où t'as une Moi, je l'adore ce film. bah justement, lui dit en fait, oh, pendant des mois j'ai appris à jouer de la guitare en fait, et en fait dans le film je joue de la guitare, ils m'ont dit non, c'est pas drôle, en fait, fais semblant de jouer de la guitare. Pour lui, il pouvait pas en fait. Tu vois, ça le fait chier. Mais le film est bien. Mais oui, bien sûr. Et Hit, par exemple, il en parle juste 2 secondes, alors que Tom Stone, il en parle beaucoup plus. Enfin, C'est pas si mal, Tom Stone. moi j'aime bien aussi. Non, mais je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Je me fais une rétro Kurt Russell. J'ai besoin de mecs. Et donc voilà, il y a des passages très émouvants et d'autres beaucoup moins. Voilà. Mais c'est à voir et vous pouvez le voir sur OCS, et c'est un acteur moins qui livre sa vérité. Et c'est assez rare parce qu'il se livre quand même pas mal, il s'autocritique pas mal et il se met à nu. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour, non? Ouais. De toute façon, on se retrouve bientôt. Oui, c'était la 4e émission. Le temps passe vite. Ouais. On l'a pas vu filer, nous. Ouais. C'est comme si, tu vois, ces 3 semaines seraient passées en 3 heures. Dingue. C'est un truc de dingue. Enfin bref, vous pouvez nous retrouver sur notre page Super Grave d'émission sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez découvrir un petit peu nos travaux précédents, nos différentes aventures, on pourrait dire, avec toute l'équipe. J'espère qu'on pourra peut-être être plus la prochaine fois. Ouais, parce que Et faites-nous encore vos retours pour qu'on s'améliore et qu'on vous satisfasse à parler entre nous et avec vous de cinéma toujours. Merci beaucoup.